Bonjour, bonjour. Dino Boumbarou, Héritage Montréal. Nous vous remercions tout d'abord d'avoir accepté notre invitation à participer à cette première de 3 tables rondes sur des thématiques, des enjeux associés au projet du REM de l'Est. Mais d'une part, les opinions, les positions fusent, parfois même les interrogations. Cette discussion, ces tables rondes ne sont pas là comme des occasions de prendre la parole. Les prises de position ont eu lieu, elles se poursuivent, elles ont encore lieu. Ce grand projet, cet important projet fera d'ailleurs l'objet de consultations publiques par le Bureau d'audience publique sur l'environnement en 2022. Héritage Montréal a souhaité tenir ces tables rondes pour ouvrir sur des discussions, sur des enjeux qui sont un petit peu plus larges et qui collectivement, nous permettent un éclairage de 3 facettes de ce projet d'infrastructure de transport collectif. La première, c'est aujourd'hui la thématique de la planification. Demain, on abordera la question du financement. Et jeudi, c'est la thématique du développement, les différentes facettes du développement associées à un projet comme celui-ci. La planification est un grand geste et surtout à cette époque où Montréal entre dans une démarche de mise à jour de son plan d'urbanisme. On parle maintenant de plan d'urbanisme et de mobilité. On se rappelle que Montréal a un premier plan d'urbanisme en 1992, qui est sous l'administration du maire Jean Doré, sous la responsabilité d'André Lavallée tout particulièrement. C'est un plan qui a été salué à l'échelle internationale, mais surtout qui a bien servi Montréal, ses quartiers et sa population. On parle de planification en termes de transport collectif, en termes de territoire et également d'investissement. Alors, la table ronde à laquelle nous vous confions aujourd'hui qu'animera Marie Lessard, professeure émérite à la Faculté d'aménagement de l'Université de Montréal, l'École d'urbanisme et de paysage, sera l'occasion, nous le souhaitons, de soulever certaines questions, d'échanger certains points de vue et un peu d'enrichir, d'en apprendre davantage, notamment sur l'insertion d'un projet comme le REM dans une vision, un travail de réponse à des besoins, mais également d'un horizon plus lointain, puisque la planification, par définition, c'est aujourd'hui que ça se fait, mais ça répond aux besoins d'aujourd'hui autant que ceux des générations suivantes. Alors, je vous présente sans plus tarder les participants à cette table ronde. Donc, Marie Lessard, qu'on salue, urbaniste, architecte, qui a une présence très grande dans les instances montréalaises depuis des années, a été présidente du Conseil du patrimoine et également de commission Jacques Vigée, donc une contribution très importante. François Pépin, qui est le président actuel de Trajectoire Québec, et ça depuis 2014, qui est une formation d'ingénieur, mais une formation d'ingénieur en transport qui a débuté par son action comme usager du transport public depuis 1967. Hein, c'est marqué dans son CV. On le salue. Je vais également présenter Pascal Lacasse, qui est urbaniste à la Ville de Montréal, qui est responsable de la division des plans et des politiques et tout particulièrement responsable de la mise à jour, la préparation du plan d'urbanisme et de mobilité. Et en terminant, Jean-Philippe Meloche, professeur agrégé à la Faculté d'aménagement, l'École d'urbanisme et d'architecture du paysage, et qui a une formation d'économiste. Donc, c'est un point de vue, on aura une série de points de vue complémentaires, je veux dire. Sans plus tarder, je passe la parole à Marie. On vous invite, dans le cadre de l'échange, si vous avez des questions, évidemment, c'est un échange, une table ronde compacte dans le temps. Il y a beaucoup de questions qui pourraient être soulevées. On vous invite à les inscrire dans le QR de votre écran Zoom. On fera notre possible pour répondre à toutes ces questions, mais surtout, on pourra les communiquer par la suite. N'hésitez pas à nous envoyer des informations Héritage Montréal. On pourra se faire le relais de vos questions s'il y a lieu. Merci bien. Marie Lessard et panélistes, à vous la parole. Bonjour à tous. Comme l'a un peu
dis-nous, au-delà de la discussion sur le REM, c'est vraiment, on a envie d'apprendre des choses aujourd'hui, apprendre des choses sur le processus qui mène au choix d'un mode de transport comme les structurants, là, comme peut l'être le REM, mais aussi le métro. Donc, il y a des facteurs qui sont reliés directement à l'utilité, à l'efficacité du transport en commun, des facteurs financiers et autres, mais il y en a toutes sortes aussi qui sont liés à l'impact sur le milieu traversé, des facteurs sociétaux, etc., etc. Donc, je vais vous laisser nos panélistes présenter, faire chacun une petite présentation. Ensuite, on fera une petite table ronde et ensuite, on aura la parole donnée à tous ceux qui voudront intervenir, comme le dit Dinou, en appuyant, en laissant son message sur les questions et réponses. Alors, je vais d'abord donner la parole à François Pépin. Dinou vient de le présenter, mais ce qui est intéressant, c'est que ses préoccupations actuelles, en tout cas, et même sans doute passées, sont centrées sur le bien-être des usagers. Alors, ça nous donne une perspective intéressante pour la relation entre transport et aménagement du territoire. François Pépin, à vous. Merci. Bonjour. Évidemment, quand on regarde la planification des transports, on ne peut pas faire autrement que regarder l'histoire aussi de la desserte par transport en commun dans l'Est de Montréal. Vous avez ici, sur une première diapositive, le tramway qui desservait déjà depuis 1896 l'extrême-est de Montréal au niveau de Pointe-aux-Trembles, mais il y avait aussi certaines antennes au niveau dans le bout de Davidson, P9 et dans le nord-est au niveau du saut au Récollet. Au fil des décennies, effectivement, on peut passer à la prochaine diapo, les dessertes par bus se sont ajoutées à celles du tramway. Et entre autres, la Commission de transport de Montréal de l'époque a agrandi son réseau au fil des décennies. Vous voyez ici en rouge le réseau de tramway qui demeure toujours, mais aussi le réseau de bus en bleu. Évidemment, en 1976, il y a eu le premier lien vraiment structurant au niveau de l'Est de Montréal, qui est l'ouverture de la ligne verte à Honoré-Beaugrand lors des expos, lors des Jeux olympiques. Évidemment, ça a entraîné l'abolition des express et la création des métrobus qui étaient très appréciés dans l'Est de Montréal en général. Afin de répondre aux besoins d'une population en croissance, d'un tissu urbain qui s'étalait, qui s'agrandissait, qui se développait, le réseau de bus de l'Est a été revu et amélioré durant les années 80, 90 et 2000. On peut passer à la prochaine diapo. On peut penser, entre autres, dans les années 90, à les nouveaux stationnements incitatifs comme Radisson, l'implantation de voies réservées comme P9 ou Sherbrooke, la création aussi de plus d'express encore. Enfin, le train de Mascouche qui passe par l'Est et le Nord de Montréal a été inauguré en décembre 2014. Donc, on voit donc qu'à l'exception de la ligne verte puis du train de Mascouche en 2014, la totalité des interventions ont consisté en amélioration du réseau de bus, avec des lignes locales, des lignes express et des voies réservées. Aucun autre projet de réseau structurant n'a été réalisé sur le territoire de l'Est de Montréal afin de desservir de nombreux besoins de mobilité de la population. Prochaine diapo. Les projets actuellement en cours sont le SRB P9 que vous voyez en pointillé sur la carte. Aussi, évidemment, la ligne bleue de métro à Anjou. Il y a 2 ans, le gouvernement a donné à CDPQ Infra le mandat pour étudier l'opportunité de développer un réseau électrique rapide dans l'axe de Notre-Dame et vers le nord-est. Quand on planifie un réseau, il faut savoir quelles sont les attentes prioritaires des usagers. Donc, comme vous le voyez, effectivement, ça fait plusieurs nouveaux services. On voit bien le métro, les 2 REM et effectivement les trains de banlieue et le SRB P9. Alors, on peut cesser le partage, je sais pas, on n'en aura plus besoin. Donc, la fréquence, quand on regarde les besoins des usagers, la première chose que les gens déclarent à leurs transporteurs, c'est qu'effectivement, ils veulent une fréquence de passage élevée pour attendre le moins longtemps possible. Ils veulent une ponctualité pour effectivement avoir une heure d'arrivée prévisible et évidemment la rapidité pour que le transport collectif
soit compétitif par rapport aux autres modes. C'est assez difficile à obtenir avec une simple ligne d'autobus. Alors, un mode structurant permet de répondre à ces attentes, surtout quand on sait que les temps de transport dans l'Est sont très élevés. Mais un projet doit aussi répondre aux besoins de mobilité de la population. Alors, donc, pour définir ces besoins-là, il y a plusieurs analyses qui peuvent se faire, plusieurs données qui peuvent être examinées. Il faut d'abord connaître la population avec des données sociodémographiques, autant au niveau des revenus, possession automobile, cohorte d'âge. Donc, c'est important de les connaître, de bien les connaître. Offre actuelle de transport collectif, évidemment. On a un réseau que les gens utilisent déjà. Les données actuelles d'achalandage de ce réseau-là et les données de déplacement avec les enquêtes origine-destination régionale que mène la RTM et qui permettent aussi de connaître les déplacements à pied et les déplacements en automobile. Il y a évidemment l'emplacement des générateurs qui sont importants à desservir, comme les hôpitaux, les cégeps, les institutions, les centres d'emploi. Il y a évidemment des barrières physiques à identifier. On pense aux autoroutes, aux chemins de fer. Et il y a évidemment les développements futurs qu'il faudra probablement desservir avec un réseau de transport structurant. La partie importante aussi, c'est d'aller chercher les suggestions, les commentaires de la population qui connaît son territoire, qui connaît ses quartiers, qui connaît ses besoins surtout. Et comme l'ont fait la STM et le RTL dans les démarches de révision de leur réseau, c'est le genre de consultations qui ont été faites avant que tout type de solution, de scénario de solution soit élaboré. On peut faire la même chose aussi au niveau d'aller chercher les suggestions et commentaires du personnel terrain des transporteurs. On pense ici aux chauffeurs qui connaissent très bien leur territoire, qui connaissent surtout leur clientèle et donc qui sont des acteurs privilégiés pour donner de l'input. Alors, l'analyse de toutes ces données permet de poser un diagnostic, d'élaborer des scénarios de solution. Une fois qu'on a des scénarios, effectivement, il faut utiliser certains critères d'évaluation. Il y a ceux qu'on connaît relativement bien, qui sont les critères associés au transport en commun. Donc, pour les usagers, évidemment, on parle de temps de déplacement avant et après, l'achalandage pour vérifier l'efficacité du réseau, le nombre de correspondances pour les usagers afin qu'il soit le plus bas possible, les transferts modaux, c'est-à-dire le nombre d'automobilistes qui vont adopter le transport collectif avec un nouveau réseau, et élément important aussi, l'intégration des réseaux pour maximiser la complémentarité afin de répondre à un maximum de besoins différents de la population avec une bonne utilisation des ressources. Enfin, accessibilité, sécurité des usagers, fiabilité du service, coût d'exploitation sont des données aussi incontournables. Par contre, il y a de façon aussi tout aussi importante les critères associés à la collectivité. On peut penser à l'émission des polluants atmosphériques, c'est pour ça qu'on parle souvent de diminution des GES, l'incidence sonore et les vibrations, le soutien au développement urbain, l'incidence sur les liens cyclables, piétonniers et routiers, l'incidence, l'impact visuel des différents projets, l'accessibilité universelle, l'acceptabilité sociale, et dans ce cas-ci, on parle plus de coûts d'immobilisation. Donc, habituellement, on prend l'ensemble de ces critères-là et certaines analyses avantages-coûts permettent de déterminer l'option la plus efficace économiquement afin de maximiser le bien-être de l'ensemble des citoyens. Pas juste les usagers du transport collectif, mais l'ensemble des citoyens parce que ce sont des projets habituellement publics, qui utilisent des sommes importantes et qui doivent bénéficier à tous, autant au niveau de la vie quotidienne que du développement des quartiers. Merci. Merci beaucoup, François Pépin. Je vais passer la parole à Jean-François Meloche. Comme Dinou l'a dit, c'est un économiste, mais un économiste dans une école d'urbanisme. Alors, je pense qu'il pourrait continuer, puis l'apport d'un économiste est intéressant dans le sens de l'analyse peu de l'analyse multicritère et du processus multicritère qu'a présenté de façon assez globale, je pense, François Pépin. Alors voilà, je laisse la parole à Jean-François pour lui aussi un petit 5-7 minutes. Jean-Philippe. Jean-Philippe, je m'excuse. François, Jean-Philippe.
Désolée. Un mélange. Un ancien collègue en plus. Oui, ben en fait, moi, mon intervention va vous plus dans le sens, quand est-ce qu'on prend une décision de passer en mode structurant? Ce que François vient de nous présenter, l'Est de Montréal est déjà desservi par un réseau d'autobus. On a misé sur les autobus, sur les voies réservées, sur les stationnements. Donc, un réseau de transport en commun qui est beaucoup axé sur la flexibilité qu'offrent les autobus, mais qui n'est pas structurant comme une infrastructure lourde qu'on pourrait avoir. Le REM en est un transport structurant, donc une infrastructure beaucoup plus engageante, beaucoup plus lourde et beaucoup plus conséquente en termes de dépenses en infrastructure. Et François en a parlé un peu, l'analyse avantage-coût, c'est généralement l'outil qu'on va utiliser qui nous permet de comprendre quand est-ce que ça vaut la peine de le faire. Parce que, bon, souvent, quand on affiche un prix, là, 7 milliards de dollars ou 10 milliards de dollars pour une infrastructure, combien il faut transporter de personnes, pendant combien de temps, sur combien d'années, quels bénéfices il faut que ces gens-là soient capables d'aller chercher pour qu'éventuellement, on se dit collectivement, ça vaut la peine de débourser le fameux 7 milliards plutôt que d'avoir le système d'autobus. Parce qu'il faut toujours comprendre que quand on fait la planification des transports, on n'est pas face à une page blanche. On n'est pas en train de dire les gens qui sont dans l'Est sont tous enfermés dans leur maison, ils ne sont pas capables de se déplacer. Quand on va mettre le REM, ça leur donne la mobilité. Ils ont déjà une certaine mobilité. Ils ont déjà un niveau de mobilité. Ils peuvent se déplacer soit en transport privé, donc en voiture, en vélo ou à pied. Ils peuvent se déplacer en transport en commun dans le réseau actuel, donc dans les autobus existants. Qu'est-ce qui va s'ajouter à la marge? Donc, quand on fait une analyse avantage-coût, on ne part pas d'une page blanche. Donc, les bénéfices, ils sont marginaux. Ça veut dire que c'est les bénéfices qui s'ajoutent par-dessus ceux qui existent déjà. Donc, les gens ont déjà une mobilité dans l'Est. On leur donne un outil supplémentaire. Ça devrait améliorer leur mobilité. Dans la mesure où ça améliore leur mobilité, bien, de combien est-ce que ça l'améliore? Est-ce qu'avec ça, avec ces bénéfices-là, on est capable de justifier un investissement dans une infrastructure qui va coûter au départ 7 milliards de dollars, puis ensuite qui va coûter, en termes de coûts variables d'entretien et de fonctionnement éventuellement, est-ce qu'on est capable d'absorber ça? Autrement dit, est-ce que le gain de mobilité est suffisant? Après, comment est-ce qu'on calcule les gains de mobilité? François en a parlé un peu. Bien, généralement, on essaie d'anticiper qui vont être les usagers futurs. Futur, c'est toujours difficile. Tout le monde qui regarde l'avenir se trompe toujours. L'idée, c'est de se tromper le moins possible quand on regarde vers l'avenir, mais d'essayer de voir qui va se transporter dans le futur et quels vont être les gains de temps tangibles de ces déplacements-là futurs par rapport aux déplacements actuels. Donc, si les gens ne font que reporter un mode, c'est-à-dire qu'ils trouvent ça plus convivial de prendre le REM que de prendre l'autobus, mais qu'il n'y a aucun gain de temps, c'est-à-dire qu'il y a les mêmes temps de déplacement, on dépense 7 milliards de dollars en infrastructure pour rien, parce qu'il n'y a pas de bénéfice tangible. Donc, il faut vraiment qu'on soit capable d'améliorer la rapidité des mobilités, puis éventuellement, le calcul de ces gains de temps-là multiplié. Souvent, en économie, on utilise un facteur assez standard. Là, on utilise 50% du revenu médian de la population visée. On dit ça, multiplié par le nombre d'heures ou les minutes sauvées. Sur toute l'année, pendant 30 ans, bon, souvent, on va se donner des horizons fixes aussi pour amortir l'infrastructure. Si on est capable, ce bénéfice-là surpasse le coût, le fameux 7 milliards, bien, ça veut dire que c'est le temps qu'on passe en infrastructure lourde, c'est le temps qu'on aille vers un mode structurant. Si on n'est pas capable de générer ces données-là, ça peut aussi vouloir dire que le système actuel peut être perfectionné de manière plus marginale, c'est-à-dire sans nécessairement tout chambouler, mettre une infrastructure lourde, d'aller à la marge, jouer sur les mobilités existantes et les améliorer. Donc, l'analyse avantage-coût permet de comparer ça. Autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire 7 milliards pour déplacer des gens? Bien, il faut trouver les bénéfices nécessaires, les calculer, les valoriser, puis éventuellement pouvoir justifier ce passage-là en mode structurant. Donc, ça complète ma première intervention, puis je reviendrai peut-être plus tard là, dans les tours de questions sur les technicalités qui entourent tout ça. Merci, Jean-Philippe. Mon Dieu, ça va bien. Je passe maintenant la parole à Pascal Lacasse, qui est à la fois un urbaniste et un spécialiste en transport. Alors, ça fait bien boucler la boucle. Et comme l'intérêt de sa participation, c'est qu'il est responsable du plan d'urbanisme et mobilité de la Ville de Montréal
qui est en élaboration. Alors, il peut nous faire des liens peut-être explicites entre le développement urbain et le développement du transport. Alors, Pascal? Bon, j'espère que tout le monde voit la présentation à l'écran. Oui, c'est bon. Moi, en fait, je vais y aller avec les échelles de planification. Je pense que c'est quelque chose de vraiment important et ça va permettre de ramener certaines bases. Il existe plusieurs échelles, c'est des échelles qu'on utilise à la Ville de Montréal. Dans le fond, il y a l'humain, donc les préoccupations des individus. Si on revient à la définition de base de la mobilité, là, je vais y aller très, très simplement, c'est la capacité des biens et des personnes à se déplacer. Puis après ça, on peut mettre plein d'ajouts, mais le premier bout de la phrase, c'est vraiment capacité. Si on faisait un plan de mobilité, en fait, il y aurait 2 millions de plans de mobilité pour chaque personne qui se déplace, puisque chacun a son plan. Comment on peut ramener 2 millions de plans de mobilité dans un grand plan d'urbanisme et de mobilité? C'est le défi qu'on a à la Ville de Montréal. Au niveau de l'humain, il y a plusieurs préoccupations. Les gens veulent avoir accès au réseau, ils veulent avoir accès à un logement, ils veulent avoir accès à des services. Donc, les gens ont ces préoccupations-là. Les gens ont des capacités. Vous voyez l'image en haut, on voit une dame en marchette, une personne en fauteuil roulant. Je vous dirais qu'à peu près toutes les personnes que vous voyez là, c'est des personnes qui sont à mobilité réduite. Même le couple qui marche main dans la main, c'est 2 personnes qui sont distraites par leur amour puis marchent lentement, ne sont pas nécessairement au fait du temps de traverser moyen. Fait que ça se peut qu'ils soient un peu plus lents, puis à la dernière minute, il faut courir, on est rendu sur la jaune. Fait que bref, la capacité des individus, c'est pas nécessairement une chaise roulante ou l'âge qui le fait, c'est la situation dans laquelle on se trouve, comme la dame qui transporte des colis, ça peut prendre un peu plus de temps. Les gens aussi recherchent la sécurité, recherchent une qualité de vie. Donc, comment on peut répondre aux aspirations et aux préoccupations des citoyens dans la planification. Donc, c'est un premier niveau de planification, c'est de considérer les préoccupations des gens. Deuxième niveau de planification, c'est à l'échelle des quartiers. J'utilise le mot quartier, je n'utilise pas arrondissement parce que dans le fond, le quartier de chacun ne correspond pas nécessairement aux limites d'un arrondissement ou d'un territoire. Et c'est important de regarder autant l'évolution de la forme urbaine, comment la ville se développe. Faut travailler à atténuer les barrières et on va y revenir après avec les grands projets de transport. Mais quand il y a des voies ferrées qui sont là depuis des siècles, mais ça fait en sorte que pour passer du plateau à Rosemont, il y a juste 4 possibilités, 4-5 possibilités. Et si on en veut des nouvelles, il faut s'affranchir de ces barrières. Au niveau des quartiers, on veut développer la proximité des services. On veut faire en sorte qu'il y ait des espaces publics de qualité pour tous. Et surtout, on veut que les citoyens aient une expérience positive de la ville. Donc, c'est des aspirations ou c'est de la traduction de besoins à l'échelle des quartiers basés sur les préoccupations des différentes personnes. On arrive au niveau de l'échelle métropolitaine, dans le fond, et là, j'amène les projets et je fais comme une espèce de parenthèse, parce que souvent, au niveau métropolitain, les projets proviennent des paliers supérieurs des gouvernements. Si on prend l'exemple du CUSUM ou encore du CHUM, l'échangeur Turcot, le pont Champlain, c'est tous des projets qui ont été faits par les gouvernements supérieurs en raison de leurs compétences sur le territoire. Le REM, c'en est un autre exemple, le prolongement de la ligne bleue aussi. Donc, en transport, on est beaucoup dépendant des paliers supérieurs. Et leur objectif à eux, c'est de, quand on regarde les plans de la politique de mobilité durable du gouvernement du Québec, c'est le transfert modal, donc faire en sorte qu'il y ait plus de gens qui utilisent le transport collectif ou le transport actif. C'est la réduction des gaz à effet de serre, je pense qu'on en parle suffisamment, j'ai pas besoin d'en rajouter. C'est l'augmentation de l'offre, permettre de faire un peu de place à des gens peut-être où il y en a moins. Et c'est la compétitivité économique. Pour une grande métropole, ça prend du transport collectif, ça prend du transport efficace, il faut desservir nos pôles d'emploi. Et je termine avec le maillage et la redondance. J'ai juste mis 5 exemples de chacun, mais le maillage et la redondance, c'est de faire en sorte que si un réseau plante, par exemple, quand le métro arrête de fonctionner, mais qu'on a un autre réseau sur lequel se rabattre et pouvoir se déplacer sans avoir de crainte. Fait que vous voyez, c'est des différents niveaux de réflexion et qu'il faut ramener ça ensemble. Et dépendamment qui est le promoteur du projet,
et des différentes personnes ou des différents partenaires qu'on retrouve, bien, ça fait des fois certains conflits. Il faut faire en sorte de ramener tout ça dans une grande vision commune qui va être basée sur l'intégration urbaine des projets qui va amener des co-bénéfices. Je vais revenir sur les co-bénéfices dans 2 petits instants, mais jusqu'à maintenant, tous les grands projets d'infrastructure de transport sont rarement abordés comme des projets urbains intégrés. On se contente de faire le projet, puis à quelque part, c'est un peu normal, je l'expliquais, c'est des enjeux de compétences, mais ça devient problématique à partir du moment qu'on répond, par exemple, aux besoins métropolitains, c'est-à-dire de desservir l'Est avec le centre-ville, ou encore le prolongement à Laval, où on a rajouté 3 stations. On va faire en sorte de permettre à des gens qui viennent de plus loin de pouvoir venir vers le centre-ville. Mais comment ces projets-là, par la suite, peuvent s'intégrer dans le quartier? Donc, on vient au fait que tous les grands projets métropolitains ont des impacts sur les quartiers et on doit trouver un moyen de créer des co-bénéfices. Par les co-bénéfices, je viens de prendre deux exemples. Un exemple tout récent qui est le rêve. Le rêve, à la base, devait servir à offrir une place sécuritaire aux cyclistes et de permettre, je prends l'exemple Saint-Denis, d'aller du sud jusqu'au nord de la ville. À force de s'y balader autant en vélo qu'en voiture, on se rend compte que c'est carrément une transformation du paysage qu'on a fait. On a créé un milieu beaucoup plus serein, moins de bruit, moins de nuisances, et tout ça par la présence d'un rêve. Fait que c'est un exemple de co-bénéfice intéressant. Les riverains qui habitent sur la rue Saint-Denis ont une quiétude plus grande, ne serait-ce par cette présence. L'autre exemple que vous avez à votre gauche, c'est le garage Bellechasse de la STM qui sera éventuellement construit. La STM a décidé, au lieu de faire simplement un garage sur un site avec les autobus qui rentrent et qui sortent, mais d'en faire un garage en partie souterrain avec un espace public sur le dessus. Ça devient hyper intéressant. Ça fait peut-être en sorte que les gens vont vouloir avoir davantage de garages de la STM ou des clos de voirie de la ville si on commence à travailler avec les co-bénéfices. Donc, comment, dans un contexte de planification des transports, de l'ensemble des transports, on peut faire en sorte de répondre à ces éléments-là, de créer des co-bénéfices, faire en sorte que tout le monde trouve son compte avec l'arrivée des grands projets. Et c'est vraiment en se développant cette vision commune-là entre les différents partenaires. Et c'est un peu l'exercice, dans le fond, qu'on tente de faire avec le plan d'urbanisme et de mobilité. On veut voir comment, par le développement des différentes activités sur le territoire, on peut soit réduire à la base les déplacements, parce qu'en bout de ligne, c'est un peu ça l'idéal, hein, ne pas être dépendant du transport, même collectif. Ça fait en sorte qu'on a accès davantage à nos services, on donne les capacités aux individus de se rendre plus facilement à leurs services et par la suite, c'est de faire en sorte que la mobilité se fasse bien dans ces villes-là, dans la ville, et qu'on relie les différents quartiers entre eux en faisant sauter les différentes barrières. Je pourrais m'arrêter là-dessus aussi, Marie, puis répondre aux questions par la suite, mais c'était juste pour faire un topo rapide sur les différentes échelles de planification. Merci. Merci, Pascal. Donc, on a fait assez rapidement. Je suis très contente de la discipline de nos panélistes. On a fait une première présentation par nos 3 panélistes. Avant la deuxième partie, on va faire un petit peu un échange entre les panélistes à partir de différentes questions ou qui peuvent eux-mêmes se poser les uns aux autres. Je voudrais juste, j'ai jeté un coup d'œil sur les premières questions qui ont été écrites dans le tableau là, Q et R. Et il y a beaucoup de questions qui s'adressent directement à CDPQ Infra et ce n'était pas l'objectif aujourd'hui de demander, par exemple, est-ce que l'analyse coût-bénéfice dont Jean-Philippe a parlé, est-ce que CDPQ Infra l'a fait? Je pense qu'il va falloir faire, je ne pense pas que nos panélistes vont pouvoir répondre aux questions qui s'adressent à CDPQ Infra. Alors, je devrais faire un petit peu le tri entre ces questions-là et peut-être certaines questions devront être adressées dans une autre table ronde. Je vous rappelle qu'ici, c'était vraiment
comme je l'ai dit au début, à visée pédagogique, faire un peu une réflexion sur tous les critères qui entrent en ligne de compte quand on planifie du transport en commun. Et c'est pas là, on n'est pas en train de questionner directement CDPQ Infra sur ces interventions. Mais en tout cas, j'espère peut-être certaines de ces questions-là pourront aussi être répondues. Alors, on va passer et j'invite les trois panélistes aussi peut-être à intervenir dans des questions à leurs collègues. Là. Mais je vais commencer par une question qui, je pense que peut-être tout le monde se pose. Je lisais hier, d'ailleurs, dans la presse, là, il y avait un titre qui disait « Le télétravail a un impact profond et durable ». C'était une question qui s'adressait enfin, un article qui présentait les points de vue des différents organismes de transport. Et comment, justement, dans toute cette question de divers critères à prendre en compte, est-ce que vous pensez qu'il va falloir réfléchir autrement ou à plus long terme à la planification des transports en relation avec les quartiers, etc.? Pascal vient d'aborder justement un petit peu là, cette idée de le moins possible, on a besoin du transport en commun. À la limite, si on pouvait se satisfaire de tous ses besoins dans son propre quartier, ce n'est pas le cas. Mais il y a sûrement l'impact du télétravail, mais il y a des besoins aussi qui devront nécessairement demander des déplacements plus longs. Le transport en commun disparaîtra probablement pas. Je ne sais pas ce que je voulais dire. Alors, est-ce que comment on peut faire intervenir dans, comment tu as appelé ça, pas l'analyse multicritère, mais l'analyse coût-bénéfice, Jean-Philippe, ou dans une façon plus globale de considérer le transport? Je ne sais pas lequel veut amorcer. Je pense que c'est une question qui s'adresse un peu, que chacun des trois pourrait discuter. François Pépin, oui. Ça va, voilà. Écoutez, c'est sûr que avec le niveau d'activité qui a changé au centre-ville, avec le télétravail qui est là pour rester, mais pas de façon aussi prononcée qu'actuellement, il va falloir revoir parce que les besoins de déplacement dans les quartiers, les déplacements en hors-pointe vont augmenter. Donc, oui, il y a des choses qui vont être re-questionnées. Il va falloir ajouter l'offre de service, se donner beaucoup plus de souplesse, donner plus de choix aussi aux citoyens pour qu'ils puissent vraiment choisir son mode de transport ou de mobilité en fonction de ses besoins de plus en plus individuels. C'est un peu le défi. Alors, effectivement, on pourrait dire que les modes structurants sont en contradiction avec ça, mais loin de là, parce qu'il faut quand même toujours une colonne vertébrale au niveau des transports pour permettre justement aux autres services de proximité qui sont beaucoup plus souples de quand même s'arrimer à des axes importants pour aller vers les autres quartiers. Le centre-ville, dans le cas de l'Est, effectivement, c'est 13% des destinations tout mode motorisé. Donc, ce n'est pas la panacée de se déplacer vers le centre-ville dans l'Est de Montréal. Mais déjà 55% des déplacements dans l'Est se passent dans l'Est. Donc, les dessertes locales, et c'est ce que les gens demandent depuis longtemps, il faut que les dessertes locales soient grandement améliorées et c'est là qu'une diversité au niveau des services est importante. Il va falloir développer de plus en plus des services sur demande, comme on voit dans certains secteurs des banlieues. Il va falloir aussi revoir, ça peut même se faire avec des autobus de 40 pieds, un service sur demande. Ça s'est fait à Winnipeg. Donc, il y a façon de revoir la façon dont le service est livré à la population pour lui donner le plus de souplesse et le plus de choix possible. Quelqu'un d'autre veut-il intervenir là-dessus? Moi, en ce qui concerne le centre-ville, je dirais qu'il faut peut-être le rêver ou le penser autrement. C'est peut-être une opportunité. Je prends l'exemple de ma propre équipe. Ils veulent revenir 2 jours à 3 jours par semaine. Donc, ça crée des espaces. Est-ce qu'on augmente le nombre de travailleurs qui vont aller au centre-ville puis qu'on répartit ça dans le temps?
Il faut le réfléchir autrement. Les bureaux ne resteront pas vides 40 à 60 du temps, ça sera une perte. Fait qu'il faut trouver une autre vocation ou augmenter le nombre de travailleurs au centre-ville. Fait que ça en est un exemple de réflexion qu'il faut pousser plus loin. Là, on regarde beaucoup à la lumière de ce qu'on vit présentement, mais là, on est encore en pandémie. Faut laisser le temps à la pandémie disparaître et voir quels seront les comportements des différents usagers dans le transport collectif un peu partout. C'est sûr qu'il n'y a pas grand monde qui va leur vivre ça comme on le vit présentement, vivre la classe sardine, tout le monde tassé dans le métro. Mais c'est sûr que moi, je regarde encore une fois mon équipe, ils veulent tous retourner au centre-ville. Il n'y a personne qui m'ont dit, moi, je veux faire 5 jours de télétravail. Ils travaillent pour la ville, ils aiment leur ville, ils veulent aller vivre leur centre-ville aussi. On habite Montréal à quelque part parce qu'on veut avoir cette proximité-là avec les gens. Fait que faut réfléchir ça aussi d'une façon un peu différente parfois. Est-ce que... Oui, je peux peut-être ajouter quelque chose, prendre la question du télétravail. Il faut comprendre que le télétravail, c'est un choc de demande immense pour le transport en commun. Le transport en commun a des particularités, c'est-à-dire qu'il y a des modes, des types de déplacements qui sont favorables au transport en commun, puis d'autres qui le sont beaucoup moins. Les déplacements vers le centre-ville le sont beaucoup, parce que le centre-ville, c'est très compact, c'est 300 000 emplois sur une très petite superficie. C'est impossible de rentrer tous les travailleurs du centre-ville en automobile. On n'a pas l'espace foncier pour le faire. Donc, il y a un bénéfice très important des déplacements vers le centre-ville en transport en commun parce que le transport en commun économise de l'espace, permet de transporter les gens plus efficacement dans des périodes de pointe, surtout dans les lieux à très haute densité. Le problème, c'est que ce n'est pas tous les types d'emplois qui se télétravaillent très bien. Ce sont surtout les emplois qui sont associés à l'économie du savoir, donc les emplois qui sont dans les centres-villes. Donc, on est vraiment dans un choc de demande sur le transport en commun. Les parcs industriels de l'Est et de l'Ouest de Montréal fonctionnent à pleine capacité présentement. Tout le monde s'y rend en automobile. La congestion automobile a repris à peu près 100 % de ce qu'elle était pré-COVID, mais les transports en commun sont encore laissés pour compte parce que le télétravail est vraiment le compétiteur du transport en commun. Donc, ce choc de demande-là, il est important. Comment il va se perpétuer dans le futur? Ça reste quelque chose qu'on ne sait pas. On peut supposer qu'il va y en avoir plus dans le futur qu'il y en a eu dans le passé, mais on ne sait pas combien plus. Mais pour l'instant, c'est vrai que dans la planification, l'organisation des réseaux de transport en commun, le télétravail, c'est un substitut à des déplacements sur le centre-ville, beaucoup plus que n'importe quel autre type de déplacement, donc des déplacements qui sont susceptibles d'être faits en transport en commun. Et ça, il faut l'intégrer dans l'équation parce qu'on n'a plus la même demande en déplacement vers le centre-ville aujourd'hui en 2021, puis probablement qu'on ne l'aura pas non plus en 2022-2023 qu'on avait en 2019. Donc, ça, c'est sûr que ça demande de revoir les scénarios de planification des déplacements en transport en commun. Je vais me servir un petit peu d'une question une question qui a été envoyée par Gilles Beauchamp. Alors, il demande, c'est une question qui s'adresse de façon générale au transport en commun, là, il me l'a précisé. Une autre forme d'investissement structurant tel que le tramway a-t-elle été évaluée et comparée? Je comprends qu'il pose la question dans le cas du REM de l'Est, mais je me demandais si on pourrait élargir aussi en disant pour desservir l'Est de Montréal, et puis François, vous en avez un peu parlé, est-ce qu'il fallait absolument un réseau structurant et est-ce que, parce que vous êtes tous les trois, vous parlez de souplesse, est-ce qu'il fallait un réseau structurant nécessairement et est-ce que, bon, je ne sais pas si vous pouvez répondre, est-ce que c'est la meilleure solution? Peut-être que vous n'êtes pas en mesure de le faire, mais en tout cas, on pourrait discuter autour de ça, cette idée de réseau structurant versus réseau plus souple, plus interchangeable, qui coûtent moins cher aussi, j'imagine, qui doivent être multipliés. Oui? Je vais me lancer un peu, mais effectivement, les réseaux structurants demeurent quand même importants, surtout dans l'Est de Montréal, à cause des temps de déplacement.
On parle souvent je l'ai dit tout à l'heure, d'à peu près 1 heure pour se déplacer entre les quartiers de l'Est de Montréal ou vers le centre-ville. Donc, à ce niveau-là, on sait que quand ça dépasse une demi-heure, surtout 45 minutes, là, les gens commencent à débarquer et à préférer leur automobile, même si ça prend des fois plus de temps. Donc, dans ce sens-là, l'Est a toujours été négligé et ça prend effectivement un réseau structurant pour venir améliorer les vitesses de déplacement, les conditions de mobilité en termes de confort, etc. En termes de est-ce que c'est un tramway, est-ce que c'est un REM, est-ce que c'est un métro, bien ça, il faut effectivement élaborer des scénarios et les comparer pour voir les avantages et désavantages de chacun, ou même ça peut être des solutions combinées. La complémentarité, on le disait, est extrêmement importante. Chaque mode a son créneau en termes de capacité, en termes de vitesse, en termes d'attractivité aussi des usagers et des nouveaux clients. Entre autres, on peut voir qu'il y a tout un tronçon qui est en parallèle avec la ligne verte. Est-ce que c'est vraiment de la complémentarité? C'est beau la redondance, mais on ne peut pas faire de la redondance pour régler des problèmes ponctuels comme une panne de métro en ayant une structure permanente de 7 milliards à côté. C'est un peu, les solutions d'autobus sont loin d'être parfaites, mais demeurent quand même le dépannage à court terme. Alors, il y a tous ces éléments-là de niveau et de comparaison. Et pour prendre les bonnes décisions, bien, effectivement, ça prend plusieurs scénarios. Mode A, mode B, mode C, puis option A, option B, option C, autant au niveau des tracés que des modes. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre va intervenir là-dessus? Jean-Philippe? Oui, bien en fait, quand on regarde un tramway par rapport à un train léger, c'est sûr que le tramway est une solution plus flexible et moins dispendieuse. Par contre, les tramways sont beaucoup plus lents que les trains légers, surtout quand vous avez une structure aérienne. Ça peut être très laid, une structure aérienne, mais sur le plan de la fonctionnalité, ça a énormément d'avantages. Ça évite les effets barrières, puis il n'y a pas d'arrêt. Donc, être capable de faire Montréal-Nord centre-ville en 25 minutes, il y a un gain tangible de temps pour tous ceux qui seraient à Montréal-Nord et qui voudraient se rendre au centre-ville. Il y a un bénéfice. Donc, l'idée, c'est de se dire le tramway coûte moins cher, il génère moins de bénéfices. Le train léger va coûter plus cher et va générer plus de bénéfices. Après, comment est-ce que je peux faire le choix entre les deux? Bien là, il faut que j'aille les calculs. Donc, ça revient à la question qu'on avait tantôt. Est-ce qu'elle existe, la fameuse étude avantage-coût sur le projet de REM de l'Est? Je ne pense pas qu'elle existe. Il faudrait la faire. Ce serait intéressant de la voir. Puis là, quand je dis je ne pense pas qu'elle existe, ça m'amène à un deuxième point. Il faut comprendre que quand les gens du politique font le choix de mode lourd, c'est parce que ça a un impact politique beaucoup plus grand qu'un mode léger. On ne se souviendra pas de qui a pris la décision d'avoir amélioré la ligne 82 du système d'autobus de la Ville de Montréal. Mais si quelqu'un creuse un métro, génère un train, crée une infrastructure majeure, on se souviendra toujours de qui a pris cette décision-là. Donc, il faut quand même comprendre que les décisions en termes de fonds publics, c'est normal, puis en même temps, c'est inquiétant. C'est-à-dire c'est normal parce qu'on va élire des représentants dans la mesure où c'est eux qui vont devoir prendre les décisions sur les politiques publiques et les dépenses publiques. C'est leur rôle. Après, c'est inquiétant dans la mesure où on sait très bien que quand ils prennent ces décisions-là, ils vont regarder la retombée sociale et économique pour l'ensemble de la population, la capacité de mobilité que ça ajoute et aussi la retombée politique. Et le REM de l'Est, c'est un très beau projet politique. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est dessiné pour ça. Là. Merci. Est-ce que Pascal, tu as quelque chose à dire? Oui, bien, j'irai avec une petite intervention rapide, mais dépendamment des modes, un tramway, là, c'est surtout aussi un outil pour requalifier l'espace public de la rue et créer un nouveau partage de l'espace. Fait que c'est autant un outil en termes d'urbanisme que de mobilité, contrairement à un train léger, que c'est vraiment un outil d'abord de mobilité. D'où la nécessité de regarder l'intégration urbaine des différents modes. Fait que ça complète un peu là, ce que François et Jean-Philippe viennent de dire, là, mais en termes d'urbanisme, dépendamment du mode, ben, il y a de l'intégration, il y a de l'insertion à faire et on doit revoir l'espace public qu'on y attribue. Et c'est ce qui fait que les projets de tramway réussissent ou pas ailleurs aussi également. On est rendu à 12h44. Est-ce que l'un de vous aimerait poser... Oh, on vous voit en deux, monsieur. Ah. Pas grave. Est-ce que l'un de vous aimerait poser une question à un de ses collègues?
en complément là, de tout ce qu'on vient de dire ou renchérir là-dessus? Non, ça va? Écoutez, il y a beaucoup de questions qui sont... il faut que je fasse presque... J'essaie de voir parce qu'il y a des questions... bon, il y a des questions, par exemple, posées par... bon, il y en a une, en tout cas, je vais commencer par celle-ci, Marie Bourbeau, qui demandait justement si l'analyse avantage-coût a été faite de façon satisfaisante par CDPQ Infra. Je pense, Jean-Philippe, tu réponds que tu crois qu'il n'y a pas eu cet exercice. Alors, je ne pense pas qu'on devrait continuer à discuter là-dessus parce que de toute façon, CDPQ Infra n'est pas présent dans la discussion aujourd'hui. Il y a quelqu'un, la première question de Daniel Vanny, c'était... Je ne sais pas si on peut en discuter. Est-ce que c'est vrai que la ligne verte de métro et l'antenne est de la ligne orange du métro sont rendus à pleine capacité? Parce qu'il dit que c'est un des arguments, on l'a entendu, moi aussi j'ai entendu ça souvent, qui est utilisé là, pour construire le REM de l'Est. J'imagine, François, que c'est une question à laquelle peut-être Pascal aussi, vous pourriez répondre. Bien, écoutez, le discours a changé là-dessus parce qu'au début, effectivement, en décembre dernier, CDPQ Infra disait que la ligne verte était saturée. En tout cas, les chiffres démontrent qu'à l'est de Berry-UQAM, la ligne verte n'est pas saturée. Il y a encore de la place. L'arrivée des nouveaux trains Azur va augmenter la capacité, surtout la fiabilité du service aussi. Donc, de ce côté-là, il y a encore de la place. Il y a un problème ponctuel à Berry-UQAM. Parce qu'il y a beaucoup de mouvements entre les lignes jaunes, oranges et vertes. Et ça peut être solutionné par d'autres types d'approches qui ne nécessitent pas de construire une ligne parallèle à la ligne verte. Il y a aussi le fait que le vrai problème de saturation est entre Place des Arts et McGill. Donc, là aussi, ça peut être d'autres types de solutions qui peuvent aider à soulager un peu la pression là, sur la ligne de métro verte. Donc, il y a actuellement de la capacité. Il s'agit de voir comment est-ce qu'on peut améliorer et la ligne verte et certaines lignes de bus express comme la 427 Saint-Joseph, dans le fond, qui vient soulager la ligne orange. Il y en a d'autres, la 445 Papineau. Donc, il y a moyen d'avoir d'autres services complémentaires qui ne coûteront pas nécessairement 7 milliards et qui vont permettre de soulager le problème à Berry-UQAM. Oui, Jean-Philippe? Ouais, je veux juste ajouter quelque chose. Berry-UQAM, ça fait longtemps que c'est connu comme étant, là, on dit toujours, c'est le nœud du réseau de métro de Montréal. C'est pas le centre-ville, Berry-UQAM, mais c'est le nœud du réseau de transport en commun. Donc, c'est vraiment le cœur. Ça fait longtemps qu'on dit qu'il y a une problématique là. Là où il y a un gros point d'interrogation, c'est qu'on a dépensé beaucoup d'argent dans le REM de l'Ouest. Là, on parle de celui de l'Est, mais celui de l'Ouest, c'est encore juste un projet, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui a encore voyagé dedans, même si on le connaît mieux parce qu'il est en chantier puis visuellement, on est capable de le voir. Il n'est pas en service. Donc, on n'a aucune idée de l'impact, notamment sur tous les déplacements nord-sud que peut faire le REM de l'Ouest par la connexion des 3 lignes de métro bleu, vert et orange avec l'axe qui passe sous le Mont-Royal, qui est dans le fond, le Mont-Royal, veut pas, il est à contourner par l'est ou par l'ouest, puis même en automobile ou en autobus, c'est là qu'on a des enjeux, puis même sur la ligne de métro, c'est un peu ça le problème, c'est le contournement du Mont-Royal dans les déplacements nord-sud. Là, on a mis une solution en place. C'est sûr qu'on l'a pensé et réfléchi il y a 4 ans, mais elle n'est pas effective. Donc, on n'a aucune idée, on n'a pas encore mesuré l'impact de cette solution-là sur les mobilités. Donc, c'est peut-être un peu précipité d'essayer de solutionner un problème avec une nouvelle solution quand il y a déjà une partie de solution qui est en train d'être mise en place, mais dont on n'a absolument pas mesuré l'efficacité encore. Merci. Il y a beaucoup de questions là, sur les alternatives et tout ça. Je pense que vous en avez déjà discuté. Si on a le temps, on y reviendra, mais il y a une question ici qui est peut-être plus, qui est autre un peu, de Daniel Vanny encore, qui en a posé beaucoup. Merci, M. Vanny. Vous êtes bien à l'écoute. Du point de vue des résidents de l'Est, nous trouvons que le REM est surtout planifié pour desservir les banlieusards de la couronne Est. Sommes-nous dans le champ? Bon, les banlieusards, ça veut dire, j'imagine, encore plus loin que Rivière-des-Prairies. Et, oui, François? Oui, bien écoutez, c'est un réseau intégré aussi. Il faut faire attention. Au début des années 2000, dans le projet de modernisation de Notre-Dame,
On connaît la sensibilité des gens qui sont tout le long de l'axe Notre-Dame. C'est tout à fait normal avec tout ce qu'ils ont vécu depuis 1970. Mais dans un réseau intégré, c'est sûr que les gens de Repentigny qui vont au centre-ville vont passer par Pointe-aux-Trembles. Les gens de Pointe-aux-Trembles qui vont au centre-ville vont passer par Mercier, etc., jusqu'au centre-ville. Donc, de ce côté-là, c'est vrai dans ce sens-là, mais il faut dire que la majorité des usagers des trains de banlieue, entre autres, si on prend cet exemple-là, et probablement aussi du REM, c'est des gens qui viennent de l'Est. Ce pas des gens qui viennent effectivement de Repentigny, de Terrebonne ou d'ailleurs. C'est d'abord des gens qui viennent du territoire de l'Est. Par contre, on peut dire, est-ce que ça dessert vraiment les gens de l'Est? On peut penser, une des demandes traditionnelles des gens, autant de Rivière-des-Prairies que de Pointe-aux-Trembles que de Mercier, c'est de pouvoir se rendre sans correspondance aux galeries d'Anjou. C'est une très grosse demande qui date de 20 à 30 ans. D'ailleurs, les gens suggéraient de boucler la bleue sur la verte, toutes sortes de solutions. Mais effectivement, le REM, qui est un investissement majeur dans le secteur, ne vient pas améliorer cette demande-là, répondre aux besoins exprimés par les gens à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur ce sujet? Oui, je pourrais peut-être rebondir sur cette question-là. On sait dans le cas du réseau du métro de Montréal que la très grande majorité des usagers habitent dans un rayon d'à peu près 700 mètres des stations. Le gros des usagers. On ne peut pas présumer que ça va être la même chose avec le REM de l'Est, mais on sait que dans ces types d'infrastructures-là, la très grande majorité des usagers sont de proximité. Donc, ça risque d'être la même chose. Là où on peut avoir un point d'interrogation, c'est de se dire, oui, mais il n'y a pas assez de monde présentement dans l'Est qui travaille au centre-ville pour justifier ça. Et là, c'est là la grande question qu'on peut poser, mais selon moi, il va y avoir du mouvement. C'est-à-dire que oui, c'est vrai que présentement, les gens qui habitent à Montréal-Nord, ce sont des cols bleus travailleurs des parcs industriels de l'Est de Montréal. Ils n'ont pas d'intérêt à avoir, en fait, ça ne les dessert pas très bien d'avoir un REM. Par contre, une fois le REM en place, il est fort probable que des travailleurs du centre-ville qui habitent un peu partout ailleurs dans la région métropolitaine de Montréal, qui cherchent à se relocaliser pour mieux accéder à leur emploi, fassent des offres d'achat sur les maisons de Montréal-Nord et qu'éventuellement, il y ait une transformation. Donc, à court terme, on peut supposer qu'il n'y aura pas la clientèle nécessaire sur la ligne. À long terme, c'est probable que les gens qui vont migrer vers les territoires de proximité du REM de l'Est vont être des travailleurs du centre-ville essentiellement, qui vont se relocaliser le long de cet axe-là. Donc, ils vont avoir une transformation dans le tissu social qui va finir par justifier qu'on a fait une infrastructure qui servait à quelque chose finalement. J'ai envie de rebondir puis demander à Pascal, parce que là, ça interpelle le développement urbain, là, de peut-être rebondir, Pascal, sur ce commentaire de Jean-Philippe. Bien, en fait, c'est toujours la fameuse question, est-ce que c'est la route qui amène le développement ou c'est le développement qui amène la route? On pourrait même poser la même question pour le transport collectif. Je pense qu'il n'y a pas une étude avantage-coût, puis Jean-Philippe pourra confirmer, mais même à l'époque, on a construit la ligne orange qui partait du centre-ville et qui montait vers le nord. Ça disait qu'il ne fallait pas le construire. C'est rendu la colonne vertébrale du réseau parce que c'était le développement de l'auto, le transport collectif est en baisse. 50 ans plus tard, on ne s'imagine pas sans cet axe-là de transport collectif. Même principe à Laval. Le prolongement à Laval, supposément qu'il n'allait pas avoir aucune augmentation dans le métro. Puis bizarrement, 3 ans plus tard, ils ont comme doublé le nombre de personnes qui embarquaient à Laval. Fait que, il y a une réflexion à avoir un peu plus large et ça l'amène de la transformation. Mais la transformation dans le tissu urbain se fait quand même plus lentement. Un projet de transport, ça prend à peu près 10 ans à faire. Et une fois mis en place, puis je vais prendre encore l'exemple de Laval, je l'aime bien parce qu'on le voit présentement se faire. On est 15 ans plus tard et il y a quoi qui se passe autour de la station Montmorency. La station Cartier aussi, ça commence à se développer. Mais on est 15 ans plus tard. Ils ont mis en place les outils d'urbanisme, ils ont mis des programmes particuliers d'urbanisme pour dire dorénavant autour de la station Cartier, on veut le développer de telle façon. C'est en train de se faire. Même chose pour la station Montmorency. Que comment on peut saisir l'opportunité d'une infrastructure de transport, ça vient du gouvernement provincial, ça a été décidé. Donc, au lieu de débattre de sa pertinence ou pas, améliorons le projet et faisons en sorte de développer la meilleure ville possible pour les gens de l'Est.
Fait que c'est plutôt ça, moi, le message que je vois là-dedans, c'est-à-dire qu'il y a une opportunité, on doit la saisir et on a la chance de retravailler la ville, de créer une forme d'équité envers les gens de l'Est. On n'arrête pas d'améliorer les trains de l'Ouest. Le REM arrive, ils ont amélioré le train qui allait à Vaudreuil-Dorion. Bon, ce n'est pas le meilleur exemple, parce qu'il y a encore beaucoup de retard avec ce train-là quand même. Mais je pense que, il y a une opportunité qui s'offre à nous. C'est le temps de la saisir puis de voir quelle ville on veut en faire pour dans 20-30 ans. Puis dans 30 ans, on pourra en reparler, mais quel a été l'impact de ces grands projets d'infrastructure de transport. Relié à tout ça, là, je m'excuse, je me promène entre les... Je vais vous lire 2 questions, puis on a 2 questions commentaires. Le premier d'Audrey Coton. Le gain dans le projet du REM de l'Est est évident pour le nord-est de l'île de Montréal. Qu'en est-il du gain pour les habitants dans Mercier, Hochelaga, Maisonneuve? Quels sont leurs gains versus les nuisances? Et une autre un peu plus loin, attendez. Daniel Chartier, les besoins dans l'Est sont immenses. La nécessité de transport collectif structurant est évidente. Sur quelle base devrait se faire une analyse des différents scénarios, modes et tracés? Ne devrait-on pas examiner la complémentarité des systèmes plutôt que leur compétitivité? C'est peut-être pas tout à fait la même chose, mais on revient toujours à ce que vous avez tous abordé dans vos interventions respectives, c'est toute la question du choix, hein, comment Alors, c'est un peu tout ça que les gens posent comme question. Je pense qu'on en a tous parlé un peu d'études avantage-coût qui, effectivement, on ne sait pas si elle a été faite, mais en tout cas, n'a pas été publiée. De l'autre côté, on sait que pour les simulations aussi d'achalandage aideraient à mieux comprendre comment les gens se déplacent et quels sont justement les gains de temps et les avantages pour les gens, entre autres de Mercier, d'Hochelaga. Dans le cas du REM de l'Ouest, ça n'avait pas été fait non plus. Et ce qui est quand même relié effectivement au type de mandat de la Caisse, l'étude importante qui avait été faite, ça avait été l'étude d'achalandage, mais dans un but, c'est-à-dire c'était de voir si financièrement c'était rentable. Or, une étude de rentabilité et une étude avantage-coût, c'est 2 choses complètement différentes. Comme le disait Jean-Philippe, l'étude avantage-coût, c'est d'abord pour mesurer l'ensemble des bénéfices et voir à quel point ça profite à l'ensemble de la communauté, tandis qu'une étude de rentabilité, c'est vraiment pour savoir si l'investisseur il trouve son compte. Donc, c'est complètement différent comme objectif. Mais pour les études d'achalandage, d'avantage-coût, les options, etc., effectivement, ça a avantage à être publié, diffusé pour que les gens puissent avoir une discussion éclairée. Quelqu'un d'autre veut intervenir? J'ajouterais un élément concernant, on parlait des avantages pour les gens de MHM, c'est comment qu'on va revoir tout ça. Est-ce qu'il va y avoir plus de gens qui vont délaisser leur voiture pour prendre le transport collectif, puis ils vont dire, si le REM n'est pas plein, je vais prendre la ligne verte ou quoi que ce soit, parce que l'idée est quand même là que la ligne verte est saturée, fait que les gens, ils n'osent même pas aller voir dans le métro. Peut-être qu'on va amener des nouveaux usagers qui vont dire, le REM, c'est intéressant, je suis dans les airs, je vois la ville. Je connais plein de gens qui ne veulent pas aller sous terre, tout simplement. Fait que l'idée derrière ça, c'est comment ça peut restructurer le quartier, puis comment le quartier peut changer ces éléments. Les lignes de bus vont sûrement être réorganisées pour se rendre aux stations. Fait que, il y a plein de changements qui vont sûrement arriver par rapport à ça, qui vont permettre de libérer des bus pour avoir des dessertes qui vont peut-être mieux répondre aux besoins des gens du quartier aussi également. Parce qu'ils ne seront pas obligés de se rendre, par exemple, au centre-ville. Ça en est un exemple. François pourrait mieux en parler que moi, par contre. Oui, écoute, ça va me faire plaisir. On prend l'exemple du prolongement du métro à Laval. Ce que ça a permis, effectivement, à la STL, c'est de redistribuer ces bus en pointe à Laval et, phénomène intéressant, en hors-pointe. On sent que c'est un besoin qui va aller en croissant. C'est une demande qui date de plusieurs années de la plupart des usagers. Donc, oui, la redistribution de l'offre peut permettre d'améliorer localement le transport puis les conditions de transport des usagers.
Par contre, il faut faire attention, il y a des axes à préserver, il ne faut pas détériorer volontairement certains axes. Si on est en souterrain sur l'accordaire, qu'est-ce qui arrive avec le niveau de service sur l'Angelier, qui est quand même à une bonne distance de marche? Est-ce que la distance entre les stations du REM est trop grande ou suffisante pour bien desservir, ou elle pourrait être plus petite pour bien desservir, comme le disait Jean-Philippe, les gens à 700-800 mètres à peu près là, de chaque station. Quand les stations sont à plus d'1 kilomètre, effectivement, là, ça pose cette question-là. Donc, oui, mais c'est un équilibre aussi, parce que historiquement, dans les prolongements de métro à Montréal, on ne récupérait pas tant que ça au niveau des ressources, parce qu'il faut justement continuer à amener les gens au mode structurant, et ça demande peut-être des lignes plus courtes, mais souvent plus de services. Donc, en termes de budget, ça revient au même. L'exemple le plus probant, c'est sûr, c'est celui du pont Champlain, où là, il y a carrément un gain net parce que les autobus du RTL n'auront pas à se rendre au centre-ville, mais c'est assez unique parce qu'habituellement, c'est un rééquilibrage des ressources. Si je peux ajouter sur la question qui a été posée, là, entre autres, dans le quartier Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, c'est un peu la faiblesse du projet du REM de l'Est par rapport à d'autres alternatives. C'est le fameux dédoublement de la ligne verte. C'est-à-dire que c'est pertinent de faire des dédoublements de lignes dans la mesure où elles sont très saturées. Puis on n'avait pas nécessairement les chiffres qui nous amenaient à conclure que la ligne verte dans l'Est était la ligne la plus saturée. Donc, le fait de dédoubler un service, puis ça, je le disais tantôt, ça fait du report modal. C'est-à-dire qu'on prend des gens qui passaient du point A à un point B en 20 minutes, puis ils vont passer du point A à un point B en 20 minutes, mais dans un train plus confortable. Est-ce que ça vaut 7 milliards? C'est là qu'il faut se poser la question de est-ce que le tracé est optimal? Donc, il y a une grosse portion des bénéfices qui pourraient être tangibles dans un projet comme le REM qui ne sont pas tangibles parce qu'on se dit, bien, les gens qui étaient dans ces secteurs-là étaient déjà relativement bien desservis, puis on ne projette pas nécessairement des croissances de population de manière à rendre ces services-là trop saturés dans le futur. Puis là, j'attrape une question dans la discussion, là, mais il y a quelqu'un qui dit que le tracé de la ligne rose était plus valable. Probablement qu'il coûte beaucoup plus cher le tracé de la ligne rose. C'est la raison pour laquelle il n'a pas été retenu. Mais en termes de bénéfices, il aurait généré plus de bénéfices. Puis c'est pour ça que je viens toujours à dire, on peut prendre plein de projets puis les aligner. Si on fait juste minimiser les coûts, c'est sûr qu'on va avoir un projet qui peut être mauvais parce qu'en minimisant les coûts, des fois, on minimise aussi les bénéfices. Puis là, il n'y a personne qui gagne là-dedans. Donc, le tracé du REM, malheureusement, il suit à certains endroits une économie de coûts. C'est-à-dire qu'il dit, bien, une fois que j'ai fait mon argent, comment est-ce que je peux baisser mes coûts au minimum sans égard aux bénéfices ou aux coûts extérieurs, c'est-à-dire les externalités, là, les coûts indirects que ça pourrait générer. Donc, on est vraiment dans un projet qui selon moi, n'optimise pas les bénéfices globaux par rapport aux coûts, mais comme le disait François tantôt, sur le plan de l'analyse financière, c'est probablement un projet où on a un tracé qui permet de sauver de l'argent sur les coûts de construction, donc éventuellement d'avoir une rentabilité financière peut-être meilleure. Je voulais juste dire... Est-ce que je suis... Oui. Il y a énormément... J'ai un peu de difficulté à gérer le processus, je vous avouerai, parce qu'il y a beaucoup de questions et c'est des questions de 15 lignes, 10 lignes. Alors, j'écoute, je lis, mais vous m'excuserez d'avance tous ceux dont je n'ai pas choisi les questions parce que je me promène et j'essaie de choisir des questions un peu différentes. Et donc, je vais continuer comme ça là, pendant encore quelques minutes. On a encore un petit peu de temps. Je pense qu'on a presque 10 minutes. Il y a peut-être une question peut-être plus qui s'adresse cette fois à Pascal Lacasse, qui est un peu différente, là, qui remet même en question de créer du transport structurant. C'est un spectateur anonyme qui reprend une question, c'est écrit spectateur, oui, qui reprend une question de Patricia Tulane. Monsieur Lacasse, vous dites que le but ultime, c'est de réduire la dépendance au transport, y compris le transport en commun. Alors, pourquoi un REM de 10 milliards? En fait,
peut-être pas répondre directement à ça. Je trouve que c'est si vous pouvez, oui, bien, si tu peux, bien sûr, mais c'est une question un peu, effectivement, si on essaie de concentrer dans les quartiers, qu'on essaie de réduire de façon générale avec la mixité des usages, la densification, etc. Alors, est-ce qu'on devrait investir autant dans des projets structurants de coûts très, très, très élevés? Oui. Ben, puis même Jean-Philippe va pouvoir donner une partie de réponse, parce que c'est très économique, là, en partie. Mais à la base, c'est comme une utopie de vouloir rassembler tout à la même place autour de soi. Je le disais dès le départ, on est 2 millions à Montréal, il y a 2 millions de plans de mobilité possibles. C'est agréable d'avoir ces services de proximité, sa fromagerie, c'est des trucs comme ça, et c'est ces éléments-là qui doivent idéalement être à distance de marche, les endroits où on va le plus souvent. Je ne pense pas que je connais grand monde qui ont l'opportunité d'habiter à 100 mètres de leur lieu de travail. On n'a pas cette chance-là, et quand on a cette chance-là, avec l'évolution de la mobilité de la main-d'œuvre, mais ça fait en sorte que souvent, au bout de 2-3 ans, de toute façon, on a changé d'emploi, quoi que ce soit. Et en même temps, ben, on a un modèle de territoire à Montréal qui existe, qui a évolué depuis 400 ans et qu'on ne peut pas nécessairement changer. On a un centre-ville, on a des pôles d'emploi. On a conçu le transport collectif pour se rendre au centre-ville et c'est peut-être de quoi qu'on pourrait discuter par la suite, mais on continue à faire les infrastructures lourdes pour aller vers le centre-ville de Montréal. Et c'est à l'endroit où on trouve les gros emplois. C'est tout au centre-ville, c'est là que ça se trouve, c'est là que ça se passe. Et ça ne déménagera pas dans le cycle du jour au lendemain ou à Pointe-aux-Trembles. Il y a des différents types d'emplois en fonction des types de quartiers. Et c'est pour ce genre de trucs-là que les infrastructures lourdes ont été faites au départ. C'est d'amener le plus de gens possible à des endroits parce qu'on voulait concentrer les emplois et faire en sorte que les gens soient à proximité les uns des autres pour faire le travail. Bon, avec l'évolution, on a même parlé de télétravail là, tantôt. Ça amène une réflexion, mais en bout de ligne, on ne peut pas avoir tous nos services à distance de marche. C'est ce qui fait qu'on a besoin du transport collectif, qu'on a besoin de Bixi, qu'on a besoin des autobus de la STM, puis qu'on a éventuellement besoin de véhicules, ne serait-ce que pour aller faire du ski. On n'a pas encore l'opportunité d'y aller en train. Fait que ça coûterait probablement trop cher, selon ce que j'en comprends par Jean-Philippe. Fait qu'on prend une voiture et on va faire du ski. Fait que c'est tout ça qui fait que l'idéal ne peut pas se réaliser, mais c'est le but ultime quand même, c'est d'être capable d'offrir le plus de services à chacun des citoyens. Quelqu'un d'autre? Ma mère, dans les années 30, allait en ski à partir de elle prenait le métro, son frère allait la conduire, je ne sais pas trop comment, à la gare du Maïlen, puis elle allait à Sainte-Agathe chez ses amis faire du ski. Alors, c'est des choses qu'on ne fait plus. Il y a eu des époques où le transport en commun par autobus, c'était quand même relativement efficace, mais la ville a changé et voilà. Il y a une question qui est un peu différente. J'essaie de prendre différents types de questions qui dit, attendez, que Gilles Beauchamp, les nouvelles technologies feu synchronisées liées au déplacement du tramway devraient rendre la compatibilité avec la vitesse, compatibilité et la vitesse plus grande que les autobus. Est-ce que, bon, j'ai peut-être mal compris en la lisant vite. Je pensais qu'il voulait dire qu'il voudrait peut-être rendre le tramway une option plus envisageable. Je ne sais pas si c'était ça. Là, bon. Oui, ça peut être une piste, effectivement. Puis même, si on regarde le type d'aménagement que le REM de l'Ouest va avoir, qui est l'ancien corridor de la ligne 2 Montagne, essentiellement, il est au sol. Il y a des passages protégés, il y a des viaducs. Donc, c'est possible de le faire au sol, d'avoir un tramway qui se déplace quand même très rapidement. C'est qu'on faut enlever les conflits, justement, avec les axes traversés ou les différentes barrières. Donc, de ce côté-là, oui, c'est parfaitement faisable. Mais il demeure qu'un tramway urbain traditionnel, ça, c'est beaucoup plus lent, c'est à peine plus rapide qu'un autobus, ou qu'un express, mettons, comme l'ont démontré des études à l'époque, entre autres dans le corridor d'Henri Bourassa, où on parlait d'une vitesse comparable de 20 km/h.
J'allais ajouter à ça là, que effectivement les technologies qu'on a développées pour les tramways, pour les métros, dans beaucoup de villes, on les récupère pour améliorer les systèmes d'autobus. Donc, le gros avantage du tramway par rapport à l'autobus, à l'heure actuelle, c'est sur les émissions de gaz à effet de serre, dans la mesure où on utilise essentiellement des autobus au diesel, mais des tramways à l'électricité. Donc, ça, il y a des gros gains. Mais sinon, en termes de rapidité, on est capable aujourd'hui même d'avoir des systèmes de bus rapides, donc avec des embarquements qui sont un peu style métro, des voies réservées. Donc, juste avec un repartage de voirie, des feux synchronisés, comme la personne a mentionné dans sa question, on est capable d'améliorer beaucoup les systèmes de bus. Puis, à ce moment-là, on augmente les bénéfices tangibles de l'autobus à des coûts qui sont beaucoup plus intéressants que les systèmes lourds. Donc, c'est toujours une option qu'il faut regarder. Donc, dans la panoplie des options qu'on regarde, François l'avait dit au départ, là, on fait nos scénarios, on fait les plans A, plan B, plan C. Il devrait toujours avoir un plan bus. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux dans le bus? Puis si les volumes sont trop forts, parce que quand les volumes deviennent trop forts, là, on passe en mode lourd. Mais quand les volumes sont corrects, améliorer les systèmes de bus, ça peut être la meilleure solution. Une question beaucoup plus reliée au développement du territoire. André Lavallée, et c'est surtout que la réponse après ça de M. Régent Benoît, l'Est offre un important potentiel de développement urbain, beaucoup plus pertinent d'un point de vue de développement durable que l'étalement urbain en couronne. On parle beaucoup du REM d'un point de vue de mobilité, mais très peu en termes de développement urbain. Pascal a déjà un peu abordé la chose. Régent Benoît lui répond, vous avez raison, M. Arbeau, grand patron de CDPQ, Infra, s'exprimait dans le cadre d'une causerie de la Chambre de commerce Montréal métropolitain, je cite, « Il s'est fait pour presque 5 milliards d'investissements autour des stations du projet REM alors qu'il n'est pas encore en service. » Je pense que Pascal t'a déjà parlé un petit peu de cette question-là, notamment avec l'exemple de Laval, alors qu'il y a quand je regardais ça avec mes étudiants dans les années 80, le développement autour des stations de métro, ça a pris beaucoup, beaucoup de temps. Alors, contrairement, là, on dirait que ça s'accélère maintenant. Alors? C'est Claude Beaulac, l'ancien président de l'Ordre des urbanistes, qui avait déjà fait une étude qui démontrait que les stations étaient surtout un accélérateur de tendance. Si c'est un quartier qui pique du nez, ça allait piquer du nez davantage. Si c'est un quartier qui est en effervescence, mais ça allait s'accentuer. Je ne sais pas si ces conclusions sont encore bonnes aujourd'hui, mais c'est de quoi avoir. Mais moi, j'aime beaucoup avoir l'idée qu'on va développer aussi le territoire avec ça. Ce n'est pas juste là pour répondre à une situation qui est statique et en date d'aujourd'hui. La municipalité de Montréal-Est offre un potentiel de développement exceptionnel. On ne sait juste pas quand, à quel moment ça va se faire, mais ça permet d'avoir une vision intéressante. L'Est de Montréal offre justement beaucoup de potentiel en termes de développement. Il faudra voir comment on peut arrimer les projets de transport avec les projets d'aménagement. Sur ce, il est 13h12. Je ferai un dernier petit tour de table. Et il y a encore beaucoup de questions, mais il y a des questions qui se chevauchent aussi, mais qu'on n'a pas répondu directement. Mais je tiens à dire aux participants qui sont exprimés, je vous remercie beaucoup. C'était très riche, toutes ces questions et réponses, même si j'ai eu un peu de misère à gérer tout ça, qu'à Héritage Montréal, Héritage Montréal va essayer de rediriger peut-être les questions, mais en tout cas, ou d'y répondre, mais on ne laissera pas ça en blanc. Donc, ceci dit, un dernier tour de table, là, tour à tour, je suis sûre que vous avez peut-être encore quelque chose dans tout ce débat très intéressant. Vous êtes tous les trois vraiment, je pense que vous avez, je trouvais ça difficile là, de répondre à toutes ces questions-là. Alors, on y va tour à tour, peut-être avec François pour commencer. Oui, on a beaucoup parlé de chiffres, de technologies d'évaluation. Il n'en demeure pas moins que Pascal l'a mentionné au début, il y a l'aspect humain. Et en planification des transports, il faut tenir compte de l'aspect humain parce qu'on traverse des milieux de vie, on dessert des milieux de vie, en fait, puis les services sont là pour les citoyens et citoyennes. Donc, de ce côté-là, c'est extrêmement important. Donc, il ne faut surtout pas négliger l'aspect acceptabilité sociale et impact sur la vie quotidienne des gens. Autant les effets positifs que les effets négatifs. C'est sûr qu'il faut maximiser le positif, mais il faut surtout essayer
de minimiser les effets négatifs, là, parce que sans ça, l'acceptabilité sociale sera inatteignable. Ça s'est déjà vu dans d'autres projets. Jean-Philippe? Oui, je vais conclure sur la dernière question qui a été posée en matière de développement économique. Là. Quel est le lien entre les transports structurants et le développement économique? En fait, il n'y a pas vraiment, là, si on essaie de comparer les villes qui ont des transports structurants versus celles qui n'en ont pas, là, il n'y a pas nécessairement de lien tangible direct avec la croissance ou le développement économique. Par contre, deux choses. Un, c'est vrai que la densification des villes génère des retombées économiques tangibles, notamment la densification des emplois. Et ça, c'est impossible à réaliser sans un réseau de transport qui serait structurant pour des grosses densités. Donc, il n'y a aucune ville de grande densité qui n'a pas un réseau de transport structurant dans son centre-ville. Donc, ça, oui, donc on va dire que ça, c'est une condition nécessaire, mais ce n'est pas une condition suffisante. Autrement dit, vous ne pouvez pas juste faire un métro dans le désert puis il va pousser une ville autour. Non. Par contre, si vous êtes en train de faire pousser une ville puis vous voulez mettre un peu d'engrais puis ça pousse plus vite, vous allez mettre un réseau de transport structurant, oui, il va avoir un impact tangible. Donc, il faut juste faire attention. Ça ne va pas nécessairement redynamiser l'Est de Montréal que de mettre un transport structurant. Par contre, si l'Est de Montréal est en train de se redévelopper, ça va venir consolider ce développement-là. Il faut faire attention entre déplacer du développement immobilier puis générer des nouvelles opportunités de développement. Donc, si on fait juste rendre certains territoires plus accessibles, bien, il y aura là des investissements qui auraient été faits ailleurs de toute façon. Donc, ce n'est pas nécessairement des nouveaux investissements. Donc, l'impact économique du développement du transport en commun, oui, ça existe, mais ce n'est pas un outil qui, à lui seul, va permettre une relance économique. Là. Pascal? Ben, je conclurai en disant qu'il faut, je reviens avec mon histoire de co-bénéfice, s'assurer que le projet puisse permettre de générer des bénéfices à tout le monde, autant au présent qu'au futur, par des aménagements qui sont intéressants et qu'on permette de concilier les besoins autant des personnes que de la population dans leur quartier et des besoins métropolitains en matière de mobilité et même d'aménagement. J'y vais très simplement, mais je pense que c'est l'essentiel et là, c'est l'arrimage justement de ces différentes visions. Parlant d'arrimage, ceux et celles qui s'intéressent à ce lien entre développement urbain et développement des transports, développement de la mobilité, etc., je vous invite à suivre le processus d'élaboration du plan d'urbanisme et de mobilité qui est en cours, à commencer par le projet de ville qui sera soumis à la consultation publique, j'imagine, après les élections. Là, voilà, alors je regarde Pascal, c'est bien ça. Je remercie, je vais passer la parole à Dinu Boumbarou dans 2-3 secondes, mais je remercie nos 3 panélistes, puis je remercie aussi tous ceux qui sont intervenus. Je sais que c'était un peu échevelé, là, je ne savais pas toujours comment bien choisir les questions en cohérence les unes avec les autres, mais vraiment, nos 3 panélistes, je pense, ont fait un travail formidable. Alors, j'espère que tout le monde qui est présent, les 60 et quelques personnes, ont retiré des nouvelles connaissances et des nouvelles réflexions à faire sur tout ce lien entre le transport en commun, la planification du transport en commun et l'aménagement du territoire. Alors, merci infiniment à tous et je passe la parole à Dinu. Oui, merci Marie, merci Pascal, Jean-Philippe et François pour ces échanges et j'ajoute ma voix à la tienne, Marie, pour remercier les personnes qui ont partagé sur les boîtes questions-réponses, non seulement des interrogations, mais également des réflexions sur ce dossier très important. Enfin, on note les 3 échelles sur lesquelles la Ville de Montréal travaille, telles que présentées par Pascal, la métropole, dont on sait que pendant longtemps, elle a été sous le coup des décisions gouvernementales, les quartiers qui sont au cœur beaucoup de l'identité de la société montréalaise depuis quelques siècles déjà, et la question de l'humain qui est revenue également dans les interventions de Jean-Philippe
et de François là, en termes d'usagers, de coûts-bénéfices, etc. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on pourra poursuivre. On va voir comment on peut apporter des éléments de réponse ou peut-être diriger les questions que les participantes nous ont laissées. On vous remercie. Beaucoup des points qui ont été amenés font un peu écho aux échanges qu'on a eus dimanche dernier lors de l'arpentage citoyen qu'on a organisé en collaboration avec les comités environnement, le collectif en environnement Mercier-Est et puis l'association, le regroupement des riverains et riveraines de la rue Notre-Dame entre le parc Morgan et la place Ville-Marie, essentiellement pour comprendre sur le terrain une partie du tracé. Il y a des dimensions qui sont très abstraites dans ces grands projets, mais il y a également des dimensions très concrètes et les interventions qu'on a eues maintenant nous ont permis de comprendre un peu les relations qu'il y a entre tout ça. Je dois dire qu'on avait plusieurs des questions s'adressaient à des instances publiques. On espère qu'elles seront posées de nouveau envers ces instances. On avait invité à l'origine la RTM, par exemple la STM, qui ont un rôle formel dans la planification du transport en commun, mais après avoir accepté, elles ont hésité, sont retirées. Bon, ça nous a donné un échange d'autant plus libre et apprécié, je suis sûr, par nos participants. On vous invite demain à l'échange suivant qui commence à midi sur le thème du financement. Vous allez me dire, c'est un thème bien aride, mais au contraire, les liquidités de ce genre sont très importantes. On l'a entendu dans chacune des 3 interventions. Qu'est-ce que ça nous apporte? Qu'est-ce que ça nous rapporte? Et non seulement à nous, mais aux générations futures, ainsi que les enjeux du développement pour jeudi, pour la 3e table ronde. Donc, on vous remercie. Pour les gens qui seront intéressés, le collectif en environnement de Mercier-Est organise un arpentage citoyen du segment de la rue Sherbrooke demain après-midi. Donc, vérifiez ça sur Facebook, sur les différentes plateformes pour vous informer. De nouveau, merci. On a un petit peu dépassé notre horaire, mais c'est bien la preuve que même si les trains et les métros doivent arriver à l'heure, les sujets qui les animent sont parfois un petit peu au-delà de ce qu'un simple horaire chiffré peut donner. On vous remercie de nouveau. Bonne journée, bon après-midi et à demain.